Le 26 juin 2024, le ballon stratosphérique ouvert Transat a accompli l'exploit de traverser l'Atlantique en 3 jours et 17 heures, atterrissant dans le Grand Nord canadien. Ce projet, pionnier en Europe et piloté par une équipe franco-canadienne, marque une nouvelle ère pour le CNES, le Centre national d'études spatiales. C'est la première fois qu'un tel ballon réalise cette traversée audacieuse, démontrant la polyvalence et les capacités techniques de ces aéronefs. Pour ce vol, nous avons plusieurs collaborations en place. La première, c'est avec la Swedish Space Corporation, donc la Suède, qui nous accueille ici à Kiruna, sur le site de l'Esrange. Ce vol transatlantique est une première pour ce type de ballon stratosphérique ouvert, pour le CNES en tout cas. Et il ouvre la porte à des vols à thématiques scientifiques diversifiées. Déjà, ce premier vol a eu beaucoup de succès puisque nous avons embarqué 9 instruments différents de 4 nations différentes, mais qui sont principalement pour des mesures de gaz à effet de serre et donc de l'observation de l'atmosphère. Un ballon stratosphérique est un aéronef non motorisé, composé principalement d'une grande enveloppe souple, remplie de gaz plus légers que l'air, comme l'hélium, lui permettant de s'élever dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ces ballons, utilisés pour des recherches scientifiques, sont capables d'emporter une charge utile, souvent des instruments de mesure, à des altitudes pouvant atteindre 40 km. Ils sont un outil précieux pour l'étude de l'atmosphère et de l'espace proche et représentent une alternative flexible aux satellites. Ce ballon pour le vol transatlantique faisait 800 000 m3. Alors 800 000 m3, je sais que ça ne parle pas beaucoup aux gens, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce ballon fait 120 mètres de diamètre sur 100 mètres de haut. Donc c'est quelque chose dans lequel on peut mettre Notre-Dame de Paris tout entière sans toucher les bords du ballon. Et notre chaîne de vol fait plus de 300 mètres. Donc ballon plus chaîne de vol, 300 mètres, c'est la Tour Eiffel. Donc voilà, donc c'est un mobile qui va traverser l'Atlantique et qui fait à peu près 2 tonnes 5. Les campagnes de lâcher de ballons nécessitent une organisation minutieuse et plusieurs sites à travers le monde sont adaptés à ces opérations. Ce choix stratégique repose sur plusieurs facteurs. Ce type de vol de longue durée pour des ballons stratosphériques ouverts peut se réaliser lorsqu'on a des conditions radiatives qui sont tout le temps constantes. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est au solstice d'été. Nous avons le jour tout le temps, ce qui fait que le ballon ne se dégonfle pas puisqu'il ne subit pas les transitions jour-nuit. On est resté en Suède pendant plus d'1 mois. C'est plus de 150 personnes qui étaient isolées sur une base au nord du cercle polaire. Et donc cette base est très bien installée parce qu'on a un hôtel sur la base, ce qui fait qu'on a notre chambre à 100 mètres du bureau et ça nous permet de gérer les opérations en proximité. On est une petite communauté pendant 1 mois et demi à vivre tous ensemble et ça se passe très bien parce que c'est très enrichissant. On a des gens de toutes nationalités qui ont des objectifs complètement différents d'un point de vue scientifique. Ça a beaucoup attrait à tout ce qui est changement et étude du climat. Donc on est au cœur des mesures qui vont permettre de se rendre compte de l'évolution du climat des prochaines années, puisque la stratosphère n'est que le reflet de ce qui va se passer au niveau du sol pour l'ensemble de la population. Les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans le succès d'un vol de ballon stratosphérique. Pour un vol transatlantique comme celui-ci, il est essentiel d'avoir des vents stratosphériques favorables, ainsi que des conditions de lumière optimales, ce qui est précisément le cas autour du solstice d'été en juin. En plus des vents, la température, la pression atmosphérique et l'absence de turbulences sont des facteurs déterminants. C'est pourquoi des équipes de météorologues collaborent étroitement avec les équipes opérationnelles pour choisir le moment optimal du lâcher. Il dit la même chose. Il dit que mon vent va être dans la nuit de jeudi 20, mais par contre il charge beaucoup lui en humidité. Tu vas être content, il n'y a pas de vent. Pas un mètre de... Le météo cherche lors de la campagne des créneaux favorables sans pluie, sans vent, sans phénomènes remarquables comme de la grêle ou les orages, et des vents relativement faibles pour pouvoir donc soit mener des essais en amont des vols, soit au moment des chronologies négatives avant le lâcher, avoir des paramètres météo qui soient stables. L'équipe météo elle se compose de 2 personnes. Voilà, puisqu'on a des rotations assez importantes, donc il faut qu'on soit dimensionné voilà, comme ça, avec 2 personnes à chaque fois.
La journée du météo commence à peu près tous les matins aux alentours de 7 h. On arrive et puis on regarde nos modèles. On a différents modèles là, qui sont disponibles. Et dessus, on a à la fois du modèle, de l'observation, que ce soit satellite, radar. Et puis, à l'aide de tout ça, on va faire une prévision, comme un prévisionniste classique, sur des échéances qui vont aller de quelques heures jusqu'à plusieurs jours. Le CNES donc, a investi dans un radar météo band X. Et donc, nous, ça nous aide énormément. On arrive à planifier les essais à l'ordre de quelques minutes, on arrive à dire s'il va pleuvoir ou pas. Et on a une vision à peu près de 2 ou 3 heures des événements qui peuvent se passer autour de la base sur une distance d'une centaine de kilomètres. And for the next opportunity on Tuesday early morning, everything is green. Le météo aussi s'occupe de tout ce qui est trajectoire. On va simuler des trajectoires à l'aide des modèles météo et d'un logiciel de trajectoire du CNES qui est vraiment performant. Nos questions scientifiques vont de l'interrogation sur l'univers qui est toujours en évolution, donc jusqu'à des mesures sur le recouvrement de la couche d'ozone, puisqu'on croit que ce n'est plus un problème. Mais en fait, avec la dégradation, le changement climatique, il se peut très bien que l'ozone ne revienne pas à son niveau attendu qui était celui avant les années 90. Et puis les autres instruments qui justement vont mesurer l'augmentation des gaz à effet de serre ou des polluants qui peuvent contrarier le retour de l'ozone à son état normal. L'intérêt d'un vol longue durée, c'est qu'on va pouvoir augmenter le nombre de mesures, donc les statistiques, et on va pouvoir se comparer aux satellites plusieurs fois, donc pouvoir les valider, les intercomparer et signaler que les satellites qui sont actuellement en vol sont encore valables. Une partie cruciale du ballon stratosphérique est la nacelle, qui abrite les instruments scientifiques et assure leur bon fonctionnement pendant toute la durée du vol. Pour cette mission, la nacelle embarquait jusqu'à 8 instruments fournis par le CNES et des laboratoires français, suédois, allemands et canadiens, tous consacrés à l'étude de la chimie atmosphérique à haute altitude. Dans la nacelle Transat, c'est une grosse nacelle, donc il y a 8 expériences. Il y en a 5 principales et c'est surtout des expériences d'optique qui mesurent des composés atmosphériques pour le climat et l'atmosphère et la pollution. C'est des mesures à la fois in situ, c'est-à-dire qu'on mesure vraiment autour de la nacelle les composés en trace. Et puis il y a des mesures à distance où on vise loin dans l'atmosphère à l'horizon. Et puis aussi vers le ciel. Alors là, c'est une expérience en astronomie. C'est la mesure de rayonnement gamma. On est seulement 2 expériences françaises. L'expérience en astronomie qui s'appelle ComCube et qui est un polarimètre. Puis aussi l'expérience FECIS et qui est des mesures sur les composés, les gaz à effet de serre. Côté étranger, on a 2 équipes canadiennes, un spectrographe visible et UV qui va mesurer l'ozone. C'est le spectro-imageur infrarouge qui s'appelle Gloria. Il y a plusieurs équipes au CNES, il y en a une qui est spécialement en interaction avec les scientifiques. C'est celle qui fournit le pointage. C'est ces gens-là qui sont en interaction avec nous et qui peuvent organiser, disons, arbitrer les priorités pour l'intégration, pour le déroulement du travail. L'apport des différents partenaires a permis de combiner des savoir-faire techniques et scientifiques de pointe. Cette collaboration internationale témoigne de la dimension globale des recherches en atmosphère et des efforts conjoints pour relever les défis scientifiques de plus en plus complexes. Alors les différents sites depuis lesquels le CNES opère des lâchers de ballons stratosphériques ouverts, nous utilisons Kiruna pour les vols polaires. Pour les vols à moyenne latitude, c'est Timmins en Ontario à 48 degrés nord qui est donc mise à notre disposition par l'Agence spatiale canadienne avec qui nous sommes partenaires. Très bientôt, nous ouvrirons un site avec l'agence spatiale brésilienne, l'AEB, dans la région de Palmas do Tocantins, au Brésil, donc en région équatoriale. C'est la 3e latitude qui nous manquait pour avoir une couverture, je dirais, globale de tous les phénomènes que veulent observer nos scientifiques. La Suède, qui nous accueille ici, à Kiruna, sur le site de l'Esrange.
pour donc tout ce qui est autorisation de lâcher, sauvegarde lors de la mise en œuvre du lâcher, mais coopération aussi avec nos collègues de l'Agence spatiale canadienne qui eux vont être en charge de la récupération du vol. Et puis au niveau scientifique, nous avons tout simplement 4 nations différentes, donc la France bien sûr, mais aussi les Allemands, la Suède et le Canada. Donc on a une vraie coopération, et une coopération dans le sens aussi opérationnel, c'est qu'on mène les opérations ensemble. Et la spécificité de ce vol transatlantique, c'est qu'on commence avec les Suédois, on va aller jusqu'au Groenland avec les Suédois, on va traverser la Suède, on va passer en Norvège, puis après on va tomber dans une région qui dépend de l'Islande, et ensuite on va passer au-dessus du Groenland. C'est nos amis canadiens de l'Agence spatiale canadienne qui vont prendre la main pour gérer aussi les autorités aériennes, et jusqu'à temps qu'on arrive dans leur pays. Et là, on a pour but donc de finir le vol au début du Nunavut, c'est-à-dire probablement sur l'île de Baffin, qui est la première île que l'on trouve en sortant du Groenland. On est presque une trentaine de personnes du CNES qui se décomposent un peu en 3 parties. Il y a une première partie qui est l'équipe opérationnelle, qui mène l'ensemble des activités qui sont nécessaires pour mettre en œuvre le vol. En plus de cette équipe d'opération ballon pur, on a une équipe qui est dédiée à l'installation des charges utiles sur la nacelle. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on suit le ballon depuis un centre de contrôle pour manœuvrer le ballon. Et eux, de l'autre côté, on avait installé un centre de mission dans le hall charge utile, de façon à ce qu'eux puissent suivre leurs instruments tout au cours du vol, puisqu'on a de la télémesure et de la télécommande pendant tout le vol. Le troisième groupe qui nous a accompagnés sur cette mission, c'est l'autorité de conception, comme on l'appelle nous, c'est-à-dire c'est les gens qui ont contribué à faire ces nouveaux développements pour nous permettre de faire ce vol transatlantique. Et je fais évoluer le système qu'on va mettre en place pour pouvoir piloter le ballon sur la campagne transatlantique. Donc on va sortir notre système de sa zone de confort et on va être obligé de lui apporter des évolutions pour qu'il puisse assurer sa mission. Alors les évolutions qu'on a apportées à ce système-là concernent en particulier tout ce qui est télécommunication. On a eu quand même un gros chantier technologique sur la partie télécommunication. Pris indépendamment les uns des autres, ces liens ne posent aucun problème. Quand on les met tous ensemble sur une nacelle qui est relativement réduite, on se retrouve à gérer un champ d'antennes. Et toutes ces antennes vont venir se perturber les unes les autres. Et c'est là que commencent les problèmes. On appelle ça le domaine de la radiofréquence et on a des experts au CNES qui sont très forts. Donc l'équipe se mobilise, monte en compétences et par un aménagement assez simple, on arrive à faire fonctionner le système. Alors ce lien de communication, il est important parce qu'il va permettre aux scientifiques de déverser toutes leurs données. Première aventure pour le CNES, on va aller installer une deuxième station au Groenland. Alors le Groenland, c'est quand même un milieu très particulier et on n'a pas l'habitude d'aller installer du gros matériel technique sur des endroits aussi reculés. Pour réaliser ce vol aujourd'hui, dans notre équipe, on est venu avec pas mal de renforts, donc 7 personnes pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons techniques, pour préparer la nacelle, et ensuite de personnes qui sont spécialisées dans le pointage, de personnes qui sont spécialisées dans la missionnisation. Ça consiste à préparer tous les automates bord de la nacelle, commande contrôle, pour pouvoir répondre aux exigences de la mission Transat. Donc ils sont là aussi, donc c'est beaucoup de code informatique. Et puis tout ce qui est intégration dans 2 mécaniciens qui sont aussi ici pour pouvoir régler ça. Et puis moi, ici, en tant que responsable de la coordination de ces activités-là. On va s'organiser pour le vol avec des équipes qui vont tourner en 3-8 pendant tout le vol, jusqu'à la fin du vol. Si jamais il y avait un incident qui interviendrait, etc., comme les spécialistes ne seront pas forcément sur ce car-là, on réveille tout le monde est sur le pont, et on essaye de trouver une solution à ce qui pourrait advenir. On est organisé avec une équipe de 4 personnes dans la salle de contrôle. Et ces 4 personnes-là vont suivre le ballon jusqu'à la sortie des terres. Par contre, effectivement, au-dessus de l'océan, il n'y a pas de risque pour les populations. Le ballon est stable en altitude. Donc à ce moment-là, on passe en mode babysitter. On peut être appelé les uns ou les autres, voire même être obligé de revenir tous les 4 pour mettre fin au vol si des fois il y a vraiment un gros problème.
Après, il faudra voir si en pilotant, on peut essayer de trouver, je sais pas, une veine qui nous pousse quand même plus au sud. Mais on est encore loin pour regarder ce genre de choses. C'est encore un peu loin, mais c'est typiquement ce qu'il faut discuter avec, Oui. avec le Canada, savoir si c'est un problème, si c'est mieux. Au nord, il y a des aéroports au nord. On a le pilote du ballon, qui permet de faire les manœuvres dont on parlait tout à l'heure. On a un responsable météo, qui lui, en fonction des modèles météo, réactualise notre trajectoire, fait de nouvelles prévisions et nous permet de gérer le vol. Et quelqu'un qui est responsable de l'interface bord-sol, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie qu'on est bien toujours en contact avec le ballon et que le niveau de la liaison est correct. Le quatrième, c'est le chef de mission qui accompagne dans la salle de contrôle pour prendre toutes les décisions irréversibles, que ce soit de l'autorisation de lâcher jusqu'à la décision finale qui est la séparation du ballon et de la chaîne de vol qui entraîne la retombée de la chaîne de vol sous des parachutes. Ce projet ambitieux a démontré non seulement la faisabilité d'un tel vol, mais aussi la polyvalence et la robustesse des ballons stratosphériques. Le vol a permis d'étendre l'expertise du CNES dans le domaine des ballons à un niveau encore jamais atteint, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour la recherche atmosphérique à grande échelle et en intégrant des pratiques plus écologiques, grâce aux innovations comme le système MEDOR. MEDOR a la capacité de produire de l'énergie aussi bien pour recharger nos batteries et les maintenir chargées, et de fournir aussi le complément de puissance nécessaire pour alimenter tout ce qui est alimenté par notre distribution d'énergie. Donc les instruments scientifiques, mais notre commande contrôle. L'énergie renouvelable, c'est un service aussi qu'on rend disponible aux scientifiques, parce que si on embarque avec des batteries, on serait bien trop lourd. Là, on embarque 4 batteries qui sont là en support si besoin était, et de finir le vol aussi sur batterie si on rentre MEDOR. Cette campagne, on la prépare depuis plus de 2 ans maintenant, parce que ce vol spécifique, il nous a nécessité de nouveaux instruments, de nouveaux développements. Il a fallu préparer cette nouvelle chaîne de vol et tester et qualifier l'ensemble du matériel. Et en plus, c'est un challenge parce que normalement, on fait ces vols-là sur 24-36 heures. Mais là, pour la première fois, il nous faut une chaîne de vol qui soit capable de faire un vol qui dure jusqu'à 5 voire 6 jours. Parce qu'en fonction de la force des vents, ben forcément, aller au Canada va demander plus ou moins de temps. Cette année a été une année particulière pour nous, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de nacelles génériques comme on a l'habitude de faire voler, puisqu'on fait notre premier vol transatlantique. Donc il a fallu pas mal de développement côté nacelle charge utile. Pour le vol, il y a un certain nombre d'essais que l'on doit tous réaliser tous ensemble. Déjà s'assurer que tout fonctionne bien ensemble par rapport à une compatibilité électromagnétique que l'on doit faire. On se doit de vérifier aussi avec la NSO, donc la nacelle de servitude opérationnelle côté pilotage ballon. On communique bien. Et après, nous, on teste le pointage dans tout un tas de fonctionnalités. Sur la nacelle Carmen aujourd'hui, dans une configuration bien musclée, ça nous amène autour de 890 kg. La préparation et le lancement d'un ballon de cette envergure exigent une coordination méticuleuse. Avant le lâcher, plusieurs étapes sont nécessaires. Le déploiement de l'enveloppe du ballon, une opération sensible, réalisée une fois la science prête au décollage et le ballon auxiliaire gonflé et positionné. Le positionnement de la nacelle charge utile avec ses instruments, coordonnés par les équipes du CNES et sous l'œil attentif des scientifiques. Les tests de communication tout au long de la chaîne de vol et sur tous les sous-systèmes. Ainsi que le gonflage, une opération d'1 heure environ, sous l'œil attentif des experts météo. Tous ces éléments doivent être parfaitement synchronisés pour garantir le bon déroulement du lâcher et du vol. Chaque site est différent et en tant qu'opérateur, on doit s'adapter. Le site de Kiruna est quand même assez particulier. Donc pour les lâchers, on a une spécificité française, on est les seuls au monde à lâcher de cette manière. On lâche avec un ballon auxiliaire, c'est-à-dire qu'on va gonfler un deuxième ballon au-dessus de la charge utile et qui est tenu par des opérateurs. Donc il y a entre 4 et 5 opérateurs sous la nacelle qui retiennent le ballon. Et cette force ascensionnelle nous permet de ne pas utiliser de grue. L'utilisation d'un ballon auxiliaire permet de soulever la nacelle charge utile dans les premiers instants du vol pour éviter qu'elle ne traîne au sol sous l'effet du vent lors du décollage. Savoir que ces vols-là ne laissent absolument rien dans la nature. On récupère à la fois l'enveloppe
Alors on la récupère, on la ramène à Montréal de façon à ce qu'elle soit mise en déchetterie et on récupère l'ensemble de la chaîne de vol, c'est-à-dire du parachute jusqu'à la nacelle charge utile, et les scientifiques récupèrent leurs instruments qui sont la plupart du temps des exemplaires uniques et c'est très important de les récupérer parce que ces gens-là font des mesures dans la stratosphère de façon à étudier le climat. Et pour voir l'évolution du climat, ils vont être amenés à revoler avec ces mêmes instruments et faire ces mesures-là avec le même instrument, ça permet de faire des comparaisons. Parce que si c'est pour changer d'instrument, recalibrer un nouvel instrument qui fait de nouvelles mesures, c'est toujours plus compliqué d'avoir ensuite une série temporelle qui soit cohérente et qui soit exploitable. Après une récupération, on va regarder les niveaux mécaniques. Si on est dans les specs, ça peut revoler quasiment en l'état. On va faire des essais de bonne santé, tout va bien. Si on sort des spécifications, alors à ce moment-là, on va réanalyser, éventuellement requalifier ou changer des équipements qui auraient trop souffert. Et ça repart pour la campagne d'après. Et pareil pour tout ce qui est parachute et sangles. Les sangles elles doivent faire 10 vols ou 10 ans. Et ensuite elles sont rebootées. La nacelle qui a fait le premier vol, elle va être remise sur le 3e vol après avoir passé toute une batterie de tests. En somme, le succès du vol transatlantique présente une avancée majeure pour le CNES et pour la recherche scientifique en général. Ce projet démontre l'énorme potentiel des ballons stratosphériques pour les études atmosphériques. Ces plateformes volantes continueront à jouer un rôle clé dans les missions futures grâce à leur souplesse d'utilisation et leur capacité à offrir des résultats rapides et précis.